Vers un Parlement européen de Kenneth Lindsay. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 4 du livre Vers un Parlement européen, écrit par Kenneth Lindsay en 1958. Aujourd'hui, comme promis, je vous ferai une courte biographie de l'auteur avant de vous lire les prochains chapitres. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire les chapitres 4 et 5 dans un seul épisode. Je vous remercie pour votre écoute à venir et vous souhaite un très bel épisode. Kenneth Lindsay, dont vous pouvez voir une photo ici à l'écran, a parcouru avec distinction une longue carrière dans les domaines de la politique, de l'enseignement et des affaires internationales. Son aspect juvénile fait illusion. Il a été blessé au cours de la Première Guerre mondiale, puis élu président de l'Oxford Union Debated Society en 1952, et après avoir rempli une série d'offices bénévoles et de postes officiels, il a été élu membre du Parlement pour le secteur électoral de Kilmarnock, Écosse, en 1933. Successivement, de 1935 à 1940, il fut civil lord de l'Amirauté et sous-secrétaire d'État à l'enseignement. En 1945, il fut élu de nouveau membre du Parlement, comme représentant des universités britanniques. Les sièges réservés aux représentants des universités ayant été abolis en 1956, il a repris des activités entreprises quelques années auparavant pour travailler bénévolement à la cause de l'unité européenne. En 1958, pour la publication de ce roman, il jouissait d'une notoriété certaine dans les universités du territoire des États-Unis, plus particulièrement en qualité d'ancien ministre et de membre indépendant du Parlement. Il est particulièrement qualifié pour écrire une étude objective sur le Conseil de l'Europe et son assemblée consultative, étude que vous suivez désormais depuis 3 semaines et dont vous allez pouvoir aujourd'hui écouter le 4e épisode. Kenneth Lindsay est mort le 4 mars 1991 à l'âge de 93 ans. Au cours de ces 9 années d'existence, le Conseil de l'Europe a rassemblé à une serre dans laquelle on cultivait des idées neuves, si bien que les membres de l'Assemblée consultative peuvent revendiquer, eux aussi, la paternité de plusieurs institutions nouvelles. Un certain nombre de ces institutions ont pris forme en dehors du cadre du Conseil. D'autres, réalisées à l'intérieur de ce cadre, méritent qu'on les étudie. Dans les tout premiers jours où le mouvement européen était en pleine activité, l'un des groupes de pression extérieure alimentait les membres de l'Assemblée en idées et en projets de propositions. Lors de la première session tenue à l'université de Strasbourg, certains d'entre nous étaient assis derrière les représentants pour lesquels ils préparaient des notes et même des discours, procédure tout à fait irrégulière, mais nécessaire à l'époque. Maintenant, l'Assemblée dispose d'un secrétariat où des fonctionnaires et des secrétaires pleins de compétences procèdent à des travaux de recherche et collaborent à la préparation des rapports. En outre, comme je l'ai signalé, certaines délégations ont leur propre secrétariat permanent et leur propre équipe de recherche. L'absence de groupes politiques fortement organisés et le fait que les délégués siègent dans l'ordre alphabétique et parlent en leur nom personnel tendent à rejeter de plus en plus sur le personnel de l'Assemblée le soin de procéder aux travaux préparatoires et à l'élaboration des principes de politique générale. Mais les diverses commissions assument l'entière responsabilité de leurs rapports et certains de leurs membres ont passé de longues heures à rédiger et rectifier des documents qui s'intègrent finalement dans une recommandation au ministre ou, à un stade ultérieur, dans une convention. Je ne me propose pas de traiter dans ce chapitre des débats qui se sont déroulés sur les grandes questions du jour, mais de ce long processus d'initiative, de persuasion et de critique qui aboutit à des mesures prises par les ministres au nom du Conseil de l'Europe. Que l'Assemblée adopte effectivement le texte d'un projet de convention, comme elle l'a fait pour les droits de l'homme, qu'elle expose simplement des principes directeurs ou qu'elle donne une opinion sur un texte préparé par les experts des ministres, elle joue un rôle important dans l'élaboration des lois. Cette brève étude de l'Assemblée consultative manquerait d'équilibre et serait incomplète si nous n'indiquions pas quelques-unes des réalisations les plus marquantes dans ce domaine. Diplomatie parlementaire. Dans un cas tout au moins, les membres de l'Assemblée ont assumé des fonctions qui, traditionnellement, n'incombent pas à des parlementaires.
La plupart de ses membres portaient un intérêt vital à l'adoption par le Parlement français du traité instituant la Communauté européenne de défense, et lorsque la France fit dépendre sa ratification de la question de la Sarre, ce litige entre deux États membres apparut comme un obstacle direct à la marche vers l'unification européenne. C'est tout particulièrement sur l'aspect économique du problème que les négociations entre la France et l'Allemagne avaient échoué. Dans ces conditions, le problème de la Sarre ne constitue pas seulement un obstacle majeur à la réalisation de l'unité européenne. Il représentait aussi une occasion d'éprouver la valeur de la méthode employée. Lorsque les spécialistes gouvernementaux ne parvinrent pas à résoudre le problème, le Conseil de l'Europe entra dans l'arène et fournit la seule base juridique sur laquelle des représentants allemands pouvaient se rencontrer avec ceux de la Sarre. Il donna également aux représentants des pays non directement intéressés la possibilité d'exercer une médiation et une pression morale. C'est ainsi que M. van der Goes van Natters, représentant socialiste des Pays-Bas, déclara le 25 mai 1954 dans un discours à l'Assemblée : « Permettez-moi cependant, dans mon rôle de rapporteur, de dire un mot à titre personnel, parce que ma personne, ainsi d'ailleurs que mon rapport, est plus ou moins visée. Peut-être n'est-il pas sans importance qu'en dehors des études partielles fournies par des ressortissants d'autres pays, deux de mes principaux collaborateurs permanents soient l'un de nationalité anglaise et l'autre de nationalité suédoise. On me soupçonne d'être francophile. C'est vrai, je le suis. Il est également vrai que j'ai été germanophobe. Je l'ai été pendant 10 ans, de 1933 à 1945. Et surtout durant les 4 années pendant lesquelles j'ai été enfermé dans un camp de concentration. Pour ma part, je dois au Conseil de l'Europe l'immense bienfait d'avoir pu entrer en relation avec de bons Allemands, qui sont aussi de bons Européens. » Après avoir désigné nommément messieurs Gerstenmaier et von Brentano, il conclut : « Grâce à ces hommes, je me sens un meilleur Européen qu'auparavant. » La Commission des Affaires générales put aboutir à une solution d'européanisation qui constitue un compromis intéressant. Tous les membres français, sarrois et non allemands votèrent en faveur de la proposition, et le docteur Gerstenmaier, membre du parti de la CDU, fut lui aussi en mesure, après de nombreuses conversations téléphoniques avec le docteur Adenauer, de donner un vote favorable. Cependant, le fait le plus important ne fut pas tellement le large accord réalisé dans cette commission, mais le fait que les solutions techniques suggérées sur le plan économique ouvrit en même temps de nouvelles perspectives pour des négociations intergouvernementales. Les 3 gouvernements intéressés avaient suivi de très près les débats de la commission. En fait, il leur était arrivé d'encourager cette diplomatie parlementaire, dans l'espoir que ces explorations officielles permettraient de sortir de l'impasse où ils se trouvaient. Puis, avant même que la commission des affaires générales eût finalement adopté son texte, les 2 gouvernements, dans une déclaration commune, acceptèrent comme base de négociation le plan von Natters, qui aboutit 6 mois plus tard à la conclusion de l'accord de Paris sur la question de la Sarre, le 23 octobre 1954, et par conséquent au référendum. Cette procédure mit le point final à une question qui avait été une source de division entre la France et l'Allemagne depuis la guerre. Or, cette façon d'aborder le problème de la Sarre marquait un changement nouveau dans les méthodes de négociation internationale. J'ai déjà parlé du rôle joué par les parlementaires lorsqu'ils aidaient les ministres à combler l'abîme existant entre les divers protagonistes du marché commun et de la zone de libre-échange. Caractère spécial de leur contribution tient au fait qu'ils connaissent la force relative de leurs partis respectifs et que, s'ils sont exactement informés dès le début, ils peuvent prendre dans leur parlement des mesures qui s'imposent. Mon autre exemple, emprunté au secteur tout à fait différent des formalités de frontières, permettra de voir fonctionner une autre méthode d'interaction entre le Conseil de l'Europe et les parlements nationaux. Mais la Sarre représente le premier litige où l'on ait appliqué cette méthode de diplomatie européenne ou parlementaire. On peut trouver l'étude complète de cette intéressante innovation dans le petit traité de M. Kitzinger, Aspect économique de la question de la Sarre, auquel je me dois ces renseignements. La méthode de Messine. J'aimerais maintenant parler de M. Pinton, sénateur français du département du Rhône, qui a siégé à la Commission des Affaires étrangères ainsi qu'à la Commission des moyens de communication au Conseil de la République. Ayant siégé pendant plusieurs années comme suppléant à l'Assemblée, il fut ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme dans le gouvernement de M. Guy Mollet. Au cours des quelques années pendant lesquelles il vint à Strasbourg, M. Pinton joua un rôle actif dans une commission créée par l'Assemblée pour étudier les formalités de frontières, si bien qu'en avril 1957, il lui a donné conseil à l'Assemblée, à titre officiel, ce qui lui fournit l'occasion de parler à un grand nombre d'anciens amis, avec une évidente maîtrise de son sujet. Le fait que son nom figure encore sur la liste de sa délégation comme membre suppléant illustre la valeur de cette méthode. Tous les pays, je l'ai déjà dit, ne permettent pas à des ministres de leur gouvernement de siéger à l'Assemblée. Le point intéressant dans cette intervention de M. Pinton est que révèle son discours et sa connaissance approfondie de toutes les nuances du sujet.
Je ne saurais mieux faire que de le laisser s'expliquer lui-même. Le comité des ministres a écouté nos recommandations d'une oreille plus bienveillante qu'attentive. Les experts qu'il consulta virent davantage les objections que les raisons favorables. Si l'on était cruel, on pourrait citer la réponse de tel gouvernement, que je ne nommerai pas, qui voyait dans la suppression des visas une source de complications catastrophiques, ce qui ne l'empêche pas, 2 mois plus tard, de les supprimer sans le moindre inconvénient. Parlant alors du système de contrôle mis au point par les administrations nationales, il ajouta : leur demander de l'abolir ou seulement de le modifier, c'est bouleverser les habitudes dans lesquelles elles se sont installées, c'est mettre en cause des principes et des règles qu'elles avaient depuis longtemps mission d'appliquer et, pense-t-elle, de défendre. Quel commentaire pénétrant des causes profondes de la déception qu'ont pu éprouver les parlementaires à Strasbourg. J'ai signalé plus d'une fois les progrès beaucoup plus marqués réalisés par le Conseil nordique dans le règlement de cette question et d'autres questions d'intérêt pratique. M. Pinton signale également cet exemple et évoque ensuite, une fois de plus, comme je l'ai fait dans une autre partie de cette étude, la possibilité de mesures unilatérales. C'est ainsi que l'Allemagne a pris une décision de cette nature au sujet des visas, sans attendre des mesures de réciprocité, ou un traité méticuleusement élaboré et solennellement signé. M. Pinton a été maintenant nommé par le Conseil des ministres président d'un comité spécial de fonctionnaires gouvernementaux. Ce comité doit réunir de hauts fonctionnaires et des spécialistes chargés de régler tous les aspects des formalités de frontières, qu'il s'agisse de douane, de police ou de devises, sans empiéter sur les activités de l'OECE et d'autres organisations européennes. Ce comité spécial vient de tenir sa 6e session à Athènes. Tous les pays membres du Conseil de l'Europe, à l'exception de l'Islande, étaient représentés par un ou plusieurs hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères, des Finances, de l'Intérieur et des Transports, ainsi que des bureaux du tourisme de l'État. Le gouvernement du Royaume-Uni, bien que ne participant pas à cette réunion, avait envoyé un observateur. Il vaut la peine de rappeler qu'aucun observateur britannique n'aurait été envoyé à ce comité sans la pression exercée sur le gouvernement britannique par ses délégués à Strasbourg. Le 11 mars, M. John Edwards demanda si le gouvernement de Sa Majesté avait l'intention de participer aux travaux de ce comité. M. Ormsby Gore répondit qu'il ne croyait pas que ce fût utile. Le 18 mai 1957, M. Bennett demanda pourquoi la Grande-Bretagne n'était pas représentée à un comité de fonctionnaires réuni à Bonn pour discuter sur les réductions des formalités de frontières. Cette fois, M. Jan Harvey répondit par la négative. Mais finalement, en réponse à une 3e question posée le 12 mars 1958, et après que la question eut été soulevée à la Chambre des communes et dans la correspondance adressée au Times, le gouvernement britannique décida d'envoyer un observateur. Il convient d'ajouter que cet observateur était le délégué du ministre à Strasbourg et non pas un haut fonctionnaire ou un spécialiste particulièrement au courant de ce sujet complexe. Le comité qui se réunit en mars à Athènes avait notamment inscrit à son ordre du jour les questions de concessions douanières en faveur des touristes étrangers et des ressortissants revenant de l'étranger, la simplification des formalités de voyage aérien, l'abolition des visas pour les réfugiés et les permis temporaires d'importation pour les véhicules à moteur. À ce propos, les pays du Benelux, la France, le Danemark et la Norvège, suivant l'exemple de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Suède, viennent de décider de ne plus réclamer, à partir du 1er avril 1958, les triptyques et les documents de douane que les touristes étrangers doivent actuellement produire pour leurs voitures. Par conséquent, pendant la saison touristique actuellement en cours, les automobilistes n'auront à produire dans la plupart des pays d'Europe que leur carte d'enregistrement du véhicule. En outre, un certain nombre d'accords récemment conclus permettront, une fois ratifiés, aux ressortissants des pays suivants de se visiter réciproquement sans passeport. Autriche, Belgique, France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Les voyages entre ressortissants des pays scandinaves peuvent être affectés sans passeport depuis plusieurs années. Il y avait un progrès presque révolutionnaire. Je m'étends un peu sur la position personnelle de M. Pinton et la procédure instituée par le comité spécial, parce qu'elle donne un exemple de la complexité d'un problème qui semble si simple aux voyageurs. C'est en 1955 que l'Assemblée demanda instamment à la France et à la Grande-Bretagne de comprendre dans les tarifs les taxes de services d'aéroport, si ces 2 pays ne parvenaient pas à abolir entièrement les taxes afférentes à ces services. Depuis que je suis venue à Strasbourg, il m'est arrivé d'attendre 4 semaines et 2 jours l'arrivée de paquets expédiés de Londres par voie ferrée, dont l'un était assuré à la Lloyds. Je paie un tarif postal moins élevé pour les lettres que j'envoie en Italie que pour celles qui n'ont que la frontière suisse à franchir, parce que la France a conclu un accord bilatéral avec l'Italie et n'en a pas conclu avec la Suisse. On ne se rend pas toujours compte de cette vérité que l'Europe est actuellement en train de défaire les méfaits causés par un demi-siècle de nationalisme acerbe. Avant la Première Guerre mondiale, mon père m'a mené à travers l'Europe sans le moindre passeport et encaissé des chèques ordinaires dans chaque capitale.
Si le Conseil de l'Europe pouvait inscrire à son crédit des mesures permettant la plus libre circulation des personnes et des automobiles, la réduction au minimum des documents d'identification et l'instauration d'un taux commun pour les tarifs postaux et les envois de marchandises entre ressortissants des États membres, une nouvelle confiance serait accordée à ces délibérations. La décision appartient aux parlements nationaux. Le comité spécial a sagement conquis l'adhésion sympathique des fonctionnaires nationaux, si bien que nous pouvons espérer qu'une barrière au moins a été franchie. Il ne restera plus aux parlementaires de chaque pays qu'à faire pression auprès de leurs gouvernements respectifs et de constituer, ainsi que M. Pinton l'a proposé, des commissions parlementaires ou des commissions d'experts, ou, ce qui serait le mieux, des commissions mixtes au sein desquelles seraient réunis des hommes politiques et des hauts fonctionnaires des différentes administrations, responsables des règles de la circulation des personnes et des biens. Il semble bien que de telles commissions existent en Scandinavie, où des progrès réels ont été accomplis, ainsi qu'en France et en Allemagne, où des ébauches de progrès sont déjà perceptibles. M. de Hous décrivit la nouvelle méthode exposée par M. Pinton comme la méthode de Messine, qui constitue à confier à un animateur politique le sort d'un organisme technique. En tant que politicien impénitent, je ne puis qu'applaudir dans la langue parlementaire britannique. Réfugiés. L'Assemblée s'est préoccupée depuis 1950 du problème des réfugiés, bien que d'autres organisations internationales s'y soient attaquées de leur côté. Après l'examen de règles par les commissions de l'Assemblée, les comités d'experts et les ministres, le Conseil a finalement décidé en 1953 de nommer M. Schneider représentant spécial du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population en Europe. M. Schneider a été ministre français et président de l'Assemblée nationale française. Sa position est unique, en ce sens qu'il est le seul agent employé par le Conseil de l'Europe à un poste exécutif, au moyen de fonds fournis par certains et non par la totalité des gouvernements des États membres, pour l'exercice d'un mandat déterminé. Il est chargé du problème spécial des réfugiés nationaux, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en Allemagne par exemple, ainsi que des chômeurs chroniques qui ont longtemps existé en Italie. Sa tâche, de nature politique, embrasse des questions d'émigration, de réinstallation et de rééducation professionnelle. Le comité des ministres lui verse des fonds auxquels 8 gouvernements contribuent: Belgique, France, Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg et Turquie. En 1956, il a présenté à l'Assemblée un rapport dans lequel il insiste sur ce fait qu'à l'avenir, sa préoccupation essentielle porterait sur la répartition la plus avantageuse des travailleurs européens à l'intérieur d'une Europe sans frontières. Son organisation n'a pas un caractère supranational, et les prêts consentis par son fonds de réinstallation sont faits à des gouvernements, des organisations ou des individus. Une étude approfondie a été effectuée en collaboration avec l'EOCE et l'OIT sur les tendances démographiques en Europe, ainsi que sur les répercussions de l'automation. Dans quelle mesure les Britanniques vivant dans leur île se rendent-ils compte que plus d'1 million de permis de travail ont été délivrés en 1954 et 1955 par les gouvernements des États membres pour permettre à des citoyens étrangers de travailler sur leur territoire? Combien de gens qui s'intéressent naturellement aux vicissitudes de leurs propres émigrants et migrants savent-ils que la communauté charbon-acier a signé un accord donnant des droits de libre circulation à 300 000 des 1600 000 travailleurs relevant de sa juridiction? De 1946 à 1954, plus de 5 millions d'Européens ont émigré en Australie, au Canada, en Rhodésie, au Nyasaland et en Amérique latine. Mais dans l'Europe elle-même, il y a un afflux constant de main-d'œuvre partant d'Italie en direction des pays voisins, et les apatrides vivant dans les régions frontières connaissent une situation tragique. J'ai assisté à des débats sur ces questions, et je me souviens des discours émouvants prononcés au début par les Allemands et par Lady Tweed-Smeer, députée d'une circonscription d'Écosse, et plus tard par le député Noel Baker. Ce fut une expérience nouvelle que d'entendre un juriste belge distingué comme M. Rollin plaider en faveur d'un esprit plus européen, aborder la question du chômage en Italie et décrire ce chômage comme un fardeau dont les autres Européens devraient partager le poids. C'est précisément cette sollicitude, comme les Quakers l'appelleraient, qui soulève certains problèmes européens au-dessus du domaine de la simple controverse politique et les revêt d'une signification nouvelle. Il y a à Strasbourg des hommes et des femmes directement préoccupés des problèmes plus humains des européennes. Dans ce groupe, je citerai Mademoiselle Clompé, qui représenta longtemps les Pays-Bas à Strasbourg et qui est maintenant ministre des Affaires sociales dans son pays. Je citerai aussi M. Schneider, qui fait observer dans un discours devant l'Assemblée que les ministres des Affaires sociales ne s'étaient jamais réunis, bien qu'un ou deux d'entre eux aient pris la parole à l'Assemblée. Les sièges vides. En rapport étroit avec ce problème général, il en est un autre qui a toujours alerté l'Assemblée. C'est celui que posent les sièges vides des pays qui ne sont pas représentés,
et qui sont situés derrière le rideau de fer. Une commission spéciale, dont M. Harold Macmillan fut le premier président, a été maintenant établie pour maintenir le contact avec les réfugiés provenant de ces pays. L'intérêt passionné déployé par des hommes comme M. Wistrand, de Suède, M. de la Vallée-Poussin, de Belgique, et bien d'autres représentants encore, est partagé par l'Assemblée. C'est dans cet esprit que le Conseil de l'Europe a envoyé 100 000 livres au gouvernement autrichien pour l'organisation des secours accordés aux réfugiés hongrois, et que l'Assemblée a décerné à Mme Anne Kelty le prix annuel européen de culture, offert par une famille de Hambourg qui veut conserver l'anonymat. Au cours de l'émouvante cérémonie organisée à cette occasion, Mme Kelty déclara: En Hongrie et dans les États satellites, nous pensons à une Europe unie qui, de même que les États-Unis d'Amérique, se sont développés et organisés à partir des 13 États créés à l'origine, finira par comprendre tous les pays et tous les peuples de notre Europe maternelle. Pour les Européens de l'Est, eux aussi, ce projet n'est plus seulement un simple rêve. Sir Winston Churchill a reconnu plus d'une fois qu'il n'aurait pas pu mener la guerre s'il n'avait eu pour le soutenir un Parlement uni. Un Parlement européen a lui aussi cette fonction illuminatrice de tenir vivante la flamme de la liberté qui lui a été symboliquement confiée, comme je l'indique dans les phrases qui terminent ce livre. Droits de l'homme. Le Congrès de La Haye et le mouvement européen ont conçu cette idée que les mesures à prendre pour la protection des droits de l'homme étaient d'une importance fondamentale pour une assemblée européenne. C'est pourquoi en 1949 et 1950, ils ont recommandé au comité des ministres l'élaboration d'une convention énumérant un nombre limité de droits précis et suggéré la création d'une Cour européenne de justice et d'une Commission européenne. Tout cela a été réalisé, mais au prix de longs débats entre les deux associés qui constituent le Conseil de l'Europe. En l'occurrence, c'est la commission juridique de l'Assemblée qui a supporté tout le poids de la tâche. De grands débats ont eu lieu à l'Assemblée, dans lesquels Sir David Maxwell Fyfe et M. Tyson n'ont pas ménagé leurs efforts, tandis que Lord Layton eut usé de son influence à l'intérieur et au dehors de l'Assemblée pour faire connaître la Convention. Il y a là un cas précis où les mesures d'initiative et de persuasion ont été employées avec succès par d'éminents parlementaires. Il n'en est pas toujours ainsi. Bien souvent, ce sont les comités d'experts prévus par les ministres qui se chargent entièrement des études techniques si complexes nécessitées par l'élaboration d'une convention. À cette occasion, une tâche préliminaire considérable avait été accomplie par les membres du mouvement européen, et l'Assemblée eut la chance que les mêmes représentants aient été élus aux 2 premières sessions. Les débats les plus importants portaient sur le degré de compétence qui pouvait être reconnu à la Commission des droits de l'homme au sujet du droit de recours individuel et sur 3 dispositions qui devaient être finalement insérées dans le protocole. Ces 3 droits supplémentaires que l'Assemblée voulait y insérer étaient le droit de propriété, le droit à l'instruction et le droit à des élections libres. J'ai assisté à la totalité du débat au cours duquel le texte relatif au droit à l'instruction avait été mis en discussion. Le dernier état de ce texte, auquel on ne parvint qu'après des discussions et des négociations approfondies, mérite d'être cité. Toute personne a droit à l'instruction. Les fonctions assumées par l'État en matière d'éducation et d'enseignement ne peuvent empiéter sur le droit que possèdent les parents d'assurer l'éducation spirituelle et morale et l'instruction de leurs enfants, conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Ce texte témoigne des efforts déployés par d'éminents juristes et par d'autres membres sans formation juridique pour trouver une réponse à cette question qui remonte à des temps immémoriaux et qui, je le sais par expérience, a ébranlé des cabinets ministériels, non seulement sur le continent de l'Europe, mais aussi en Angleterre et en Écosse. Les débats se déroulèrent sur un plan très élevé, mais on pouvait y déceler le début de certaines divisions par partis politiques. Les démocrates chrétiens étaient en faveur d'une conception différente de celle que préconisaient les défenseurs de la laïcité. La Convention, sous sa forme définitive, est un texte réalisé au prix de grands efforts et représente un dénominateur commun, accepté par 15 parties contractantes. Elle forme un élément constitutionnel dont la validité est reconnue pour tous les projets d'unification européenne. Le projet de statut de la Communauté politique européenne, 1953, qui du reste mourut à sa naissance, avait adopté intégralement la partie 1 de la Convention. À la différence des propositions des Nations Unies, beaucoup plus longuement exprimées, la Convention limite son champ d'action aux droits politiques et personnels qui peuvent créer un recours auprès de la Commission, mais n'essaie pas d'englober des droits économiques et sociaux. Elle a été tout récemment adoptée et intégrée dans la législation municipale de plusieurs pays, en Allemagne et en Grèce par exemple, et le Royaume-Uni l'a mise en application dans ses territoires d'outre-mer. Quant à la Commission, qui a été créée en 1954, elle a compétence pour entendre des requêtes formulées par des États. Elle possède également une compétence facultative lui permettant d'être saisie de requêtes individuelles.
Elle a tenu 12 sessions, au cours desquelles elle a examiné 302 requêtes individuelles. Les cas d'intérêt public comprennent des requêtes formulées par le Parti communiste interdit en Allemagne occidentale, par des personnes détenues en Irlande dans un camp de prisonniers, et une requête présentée par une Allemande veuve, dont le mari d'origine polonaise est mort dans un camp de concentration nazi. Dans ce dernier cas, la commission a fait pression sur la demanderesse, à qui le gouvernement allemand avait refusé la pension de survivant, pour la mener à accepter l'offre ex gratia d'un versement substantiel en espèces et d'une pension mensuelle du gouvernement. J'ai effleuré cette question importante parce que l'Assemblée consultative, en prenant cette initiative, a mis en mouvement une nouvelle procédure européenne. Actuellement, le gouvernement hellénique a introduit 2 requêtes devant la Commission, accusant le gouvernement du Royaume-Uni d'avoir violé la Convention à Chypre. Il s'agit là des seules requêtes entre États qui étaient jusqu'à maintenant présentées à la Commission. En vertu du droit de recours individuel, le principe de la reconnaissance de l'individu au sujet du droit international reçoit un nouvel appui. Par d'autres voies, la Cour de la communauté charbon-acier, au Grand-Duché du Luxembourg, a également établi des précédents dans un autre domaine du droit international. Il y a là un lien important entre les 6 et la plus grande Europe. Affaires sociales et culturelles. Dans ces 2 domaines, le mouvement européen avait présenté quelques suggestions avant la première session de l'Assemblée, mais déjà quelques années auparavant, les 5 puissances du traité de Bruxelles avaient constitué, sans Assemblée, une commission permanente qui siégeait la plupart du temps à Londres et qui avait élaboré un certain nombre de projets pratiques relatifs à la sécurité sociale et aux échanges culturels entre les 5 États membres. Tous ces travaux étaient confiés à des hauts fonctionnaires. Le Conseil de l'Europe a utilisé cette expérience, et en ce moment, les ministres sont assistés par un comité social et un comité d'experts culturels, dont certains membres se consacrent à cette tâche depuis plus de 10 ans. Si l'opinion publique n'a pas accordé beaucoup d'attention au personnel parlementaire qui travaille en séance publique, sous les yeux des journalistes, et dont les discours sont à la disposition de tous ceux qui veulent les lire, ils connaissent encore moins ces autres gouvernements d'hommes et de femmes, fonctionnaires de leurs pays respectifs, généralement englobés sous le terme d'experts. Certains d'entre eux viennent régulièrement à Strasbourg, comme les parlementaires. D'autres sont remplacés tous les 2 ou 3 ans. Ils ont maintenant élaboré une somme considérable de connaissances sur les procédures comparées des divers départements ministériels, depuis les systèmes de pension et d'assurance sociale jusqu'aux questions scolaires et universitaires. L'avantage du Conseil de l'Europe est qu'il peut conclure, et qu'il a conclu, un certain nombre d'accords et de conventions qui peuvent prétendre à l'honneur d'être multilatérales. C'est dans le cadre de conventions de cet ordre que peut être élaborée une politique européenne utilisant l'expérience de groupes régionaux plus restreints, tels que le Conseil nordique ou le traité de Bruxelles. Je n'ai pas la prétention de savoir, car il s'agit d'une question hautement technique. Dans quel pays européen je puis m'offrir le luxe d'être malade, et quels sont les pays qui accordent réciproquement le bénéfice des services sociaux à leurs ressortissants respectifs, mais leur nombre croît chaque année. En outre, il est évident que tous ces plans contribuent à accroître la mobilité de la main-d'œuvre et à intensifier ce qu'on appelle, dans la langue du marché commun, l'harmonisation des politiques sociales. Mon intérêt dans ce domaine porte sur l'Assemblée consultative et les tendances du contrôle parlementaire. De longs débats se sont déroulés sur la possibilité d'élaborer une charte sociale, comme pendant à la Convention des droits de l'homme. Elle aurait établi des normes européennes sur les conditions de l'emploi et du travail et sur les questions du bien-être social en général. Malheureusement, les droits sociaux sont très étroitement connexes des droits économiques, et il s'étend entre eux une zone de controverse usée jusqu'à la corde. L'Assemblée avait relié cette charte sociale avec l'organisation d'un Conseil économique et social. Certaines idées qui avaient inspiré son organisation provenaient du Conseil économique et social des Nations Unies, et d'autres avaient été léguées par la communauté politique européenne, cet organisme mort-né. Mais l'Assemblée ne parvint jamais à se décider sur le point de savoir si ce Conseil économique et social devait avoir un caractère consultatif ou exécutif. Les débats méritent d'être étudiés de près, car ils illustrent les diverses tendances de pensée existant à l'Assemblée, les divisions d'opinion n'étant nullement fondées sur les partis politiques ou sur les nationalités. Les premières critiques s'adressèrent au comité des experts en matière sociale. Je voudrais citer à ce propos M. Dehous, qui est actuellement président de l'Assemblée. Je ne dirai ni du mal des fonctionnaires ni du bien des parlementaires. Je dirai simplement qu'ils exercent des activités différentes, qui se déploient sur des plans différents, et que parler de confier une mission qui exige du dynamisme à des fonctionnaires est une contradiction dans les termes. Le comité social,
aurait voulu subrepticement mettre la main sur le projet de charte sociale. Et il aurait voulu empêcher l'Assemblée d'avoir même une discussion, disons académique, autour de ce projet de charte sociale. Il n'y est pas parvenu, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles il serait indiscret d'entrer ici. Il suffira de dire que la méthode Messine semble avoir échoué en l'occurrence. Une autre suggestion préconisait la création d'un haut-commissaire européen aux affaires sociales, par analogie avec la désignation de M. Schneider comme représentant spécial pour la question des réfugiés. Cette proposition ne réunit pas non plus l'adhésion nécessaire. Au cours de ces débats, les principaux orateurs furent M. Corrich, membre de l'Assemblée et également ministre de la Prévoyance sociale en Irlande, M. Gudmund Harlem, ministre des Affaires sociales en Norvège, ainsi que 6 femmes, dont 2, Mlle Klompé et Miss Pitt, ont occupé depuis lors des postes ministériels aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. D'autres représentants puisèrent leurs interventions dans leur expérience personnelle des questions sociales. C'est le cas de Miss Burton d'Angleterre, de Mrs. Crowley d'Irlande, de Mme Gloffert Starp du Danemark et de Mme Weber d'Allemagne. Aucune autre organisation n'aurait pu offrir une tribune où des hommes et des femmes d'un tel talent aient pu s'exprimer. Sur la proposition de création d'un conseil économique et social, M. Corrich fit la déclaration suivante. Je pense que notre Assemblée doit joyeusement conserver son rôle, qui consiste à prendre des initiatives, à discuter et à examiner les questions relevant de la politique économique et sociale européenne. Au stade actuel d'intégration européenne, je sens que les activités de conseil que l'on propose de créer feraient largement double emploi avec celles de l'Assemblée et n'apporteraient que des avantages minimes. Cette opinion était partagée par le ministre de la Norvège, qui estimait que ce conseil agirait sur les parlementaires comme un groupe de pression. Si je reconnais que le rôle du conseil n'avait pas été élucidé avec une clarté suffisante, je me permets toutefois de différer d'avis avec le ministre de Norvège. L'Assemblée consultative a précisément besoin d'avoir à ses côtés des groupes de pression. Ce sont des signes de vie qui témoignent que l'on tient compte de votre existence. Comme le déclarait Sir Robert Bowsby à l'Assemblée l'an dernier, il vaut mieux faire l'objet d'une pression qu'être considéré comme une quantité négligeable, car dans le premier cas, on peut résister, et dans l'autre, il n'en est pas question. Il n'est donc pas sans intérêt de constater que la nouvelle Assemblée parlementaire européenne, dès sa première session, a procédé à un examen approfondi de la composition de la Commission économique et sociale qui doit être établie par traité dans le cadre de la Communauté économique européenne. La charte sociale a subi une révision radicale. Certaines concessions ont été faites à l'Assemblée. C'est ainsi qu'on a prévu 2 réunions mixtes entre sa commission et le comité d'experts et que certaines clauses ont organisé un contrôle à l'Assemblée. À l'heure actuelle, en 1958, après révision et critique des organismes appropriés, y compris une conférence spéciale organisée par l'OIT, le texte de charte sociale est prêt à être présenté à l'Assemblée et, espérons-le, à être signé par les ministres. Dans l'intervalle, d'autres aspects du programme social ont été débattus et des progrès considérables ont été réalisés dans le sens de l'extension des mesures de sécurité sociale dans tous les États membres. Cette extension réciproque étant organisée la plupart du temps d'un pays à l'autre. Mais la communauté charbon-acier et le Conseil nordique sont allés beaucoup plus loin. Affaires culturelles. Le mouvement européen et le congrès de La Haye ont été indirectement responsables de la création du Collège d'Europe à Bruges et du Centre culturel européen à Genève. Sous la direction respective du Dr Brugmans et de M. Denis de Rougemont, chacune de ces institutions a évolué de son côté, apportant de précieuses contributions dans 2 domaines différents de culture européenne. Ayant été président britannique de la première commission culturelle de La Haye, j'ai suivi avec intérêt les efforts déployés par l'Assemblée pour stimuler les gouvernements. J'ai toujours eu la conviction que les gouvernements font bien de laisser dans toute la mesure du possible aux organismes bénévoles et aux institutions consacrées le soin de traiter un sujet aussi délicat. Mais cela ne signifie pas que les gouvernements ou l'Assemblée doivent s'en désintéresser et abdiquer leurs droits. Tout au contraire, il leur appartient de suggérer de nouvelles idées, d'empêcher les chevauchements d'activités. Enfin, ils peuvent et doivent assurer le financement de ces travaux. On s'est aperçu qu'il convenait de conclure une convention culturelle européenne au lieu d'une série d'accords bilatéraux. Pour employer le langage officiel, le but de cette convention est de susciter parmi les ressortissants de chaque pays membre la connaissance et la compréhension de la langue, de l'histoire et de la civilisation de chacun des autres pays, et de faciliter l'étude de leur civilisation commune. Dans ce cadre, établi d'une façon assez aride, on a eu la possibilité d'élaborer un programme d'activité. L'organe d'exécution n'est pas un représentant spécial, ni une commission, mais ce qu'on appelle maintenant comité d'experts culturels. Ce n'est pas ici l'endroit de dresser la liste des différents points inscrits dans le programme, tels que les cours d'études européennes, des bourses de recherche, des conférences instaurées pour examiner la révolution des manuels d'histoire, etc.
Tel qu'il est conçu, ce programme est utile, mais ne témoigne pas d'une imagination très riche. D'année en année, l'Assemblée a demandé des augmentations de crédits pour cette tâche dont le budget annuel atteint 35 000 livres, chiffre ridiculement minime, à côté des dépenses administratives. Le comité des ministres a accepté, dans ce cas particulier, de constituer un comité culturel mixte de direction, composé de membres de l'Assemblée et de membres du comité d'experts. Je n'ai constaté aucun soulèvement national devant cette infraction à la procédure normale. Les débats de l'Assemblée, auxquels M. Erler et Mme Regling, Allemagne, M. Christopher Hollis et M. Nigel Nicholson ont joué un rôle notable, ont témoigné d'une impatience croissante à l'égard du comité des ministres. Il semble qu'à la fin, les ministres soient disposés à sanctionner la proposition de création d'un fonds culturel, relevant d'une fondation indépendante organisée avec un soin tout particulier et possédant son propre conseil d'administration. Cette fondation bénéficierait de l'appui de tous les gouvernements et des parlements et de financements extérieurs. Il existe aux États-Unis des vingtaines d'organismes de ce genre, et plusieurs représentants ont considéré qu'il était regrettable de constater qu'à l'heure actuelle, les États-Unis dépensaient encore, pour des objectifs culturels en Europe, plus d'argent que n'importe quelle fondation européenne. Mais l'Assemblée se préoccupe également d'éviter tout double emploi entre l'UEO, qui prit en charge la tâche admirable effectuée en vertu du traité de Bruxelles, et le Conseil de l'Europe. Rien ne peut justifier, par exemple, que deux organisations soient chargées de réunir une conférence des recteurs d'université. En dernière analyse, l'objet de la Convention culturelle est d'étendre ses activités dans le plus grand nombre possible de nations. Pourquoi les Scandinaves, les Grecs et les Autrichiens ne bénéficieraient-ils pas de ces efforts culturels ? Je sais parfaitement que cela nécessiterait la réforme de certains statuts, et, je regrette de le dire, de certains droits acquis. C'est précisément cette sorte de chevauchement d'activités qui a empêché le Conseil de l'Europe d'accomplir sa mission. Il n'y a là aucune question fondamentale d'autorité supranationale. Qui donc voudrait voir se créer dans le domaine culturel un marché commun, auquel la Grande-Bretagne ne participerait que par un accident de l'histoire ? Pourquoi mêler ces questions délicates au contrôle des armements ? Chacun sait qu'il existe en Europe une crise due au manque de spécialistes de la recherche scientifique et de technologistes. En ce moment, une demi-douzaine d'organismes différents s'occupent de ce problème. À la dernière session de l'Assemblée, alors que ce livre était sous presse, un important débat s'est engagé sur l'ensemble de cette question. Les nations et les universités d'Europe occidentale, Scandinavie comprise, ont beaucoup à s'offrir les unes aux autres. Une mesure de politique générale permettant l'interutilisation des hommes de science et des techniciens ne représente qu'une étape dans un programme beaucoup plus étendu, qui comprend la question du fonds culturel et probablement de négociations avec l'Euratom. Le problème présente une telle urgence que le remède le plus approprié consiste peut-être à appliquer la méthode de Messine. Le Conseil de l'Europe a la responsabilité primordiale de préserver l'unité d'un ensemble plus vaste et de laisser la porte ouverte pour que les autres pays puissent y pénétrer, ne serait-ce que pour des projets spéciaux. J'ai choisi un certain nombre de sujets tels que les problèmes de la Sarre, les formalités de frontières, les réfugiés et les excédents de population, les droits de l'homme, les affaires sociales et culturelles, afin d'illustrer cette étude. Ces questions et bien d'autres encore ont été débattues pendant plus de 9 ans. Il existe dans tous les parlements des hommes et des femmes qui ont acquis des connaissances de véritables spécialistes. Il en est de même à Strasbourg. On commettrait une faute si l'on déléguait à un des experts et à des fonctionnaires européens un pouvoir exécutif de plus en plus étendu, sans que l'Assemblée conserve un certain degré de responsabilité. Si les commissions supranationales des 6, dont il est reconnu qu'elles ont été construites sur un modèle tout à fait différent, peuvent arriver à représenter des rapports et à se soumettre à des critiques et à des mesures de révision, il doit être possible d'étendre, sinon de réformer, le statut du Conseil de l'Europe. Ainsi que M. Erler l'a déclaré en excellents termes, nous avons besoin d'injecter une nouvelle vie à notre commission et au comité d'experts culturels qui accomplit une tâche excellente. Et, ce qui est le plus important de tout, nous avons besoin de forger les liens nécessaires pour instaurer une coopération entre les différents organes du Conseil. Dans une organisation commerciale moderne et fructueuse, on procède constamment à une remise au point des méthodes et des principes, mais ici nous n'avons pas d'étalon de mesure. Le test, ce sont les bénéfices. Le stimulant, ce sont les pertes. Il existe également des techniques modernes pour l'évaluation des rapports entre les employeurs et les travailleurs. Mais les organisations politiques, tout particulièrement lorsqu'elles mettent en jeu une représentation quasi-parlementaire et, dans le cas du Conseil de l'Europe, les susceptibilités de 15 nations et de leur ministère des Affaires étrangères, ne peuvent être contrôlées au point de vue de l'efficacité de leur action. N'est-ce pas là un cas où des hommes d'État chevronnés, ayant l'expérience des travaux parlementaires, ou un comité mixte de sélection établi par les ministres et l'Assemblée, devrait être chargé objectivement de résoudre certains des problèmes soulevés dans ce chapitre? Je voudrais m'expliquer davantage. Le Conseil de l'Europe a conclu des accords avec un grand nombre d'organismes intergouvernementaux, tels que l'OIT. Le principe de ces accords, qui est bien souvent valable, est qu'il s'agit d'un cas où l'on doit reconsidérer un certain nombre de questions, plus particulièrement dans le domaine juridique et culturel,
sous l'angle européen. Le Conseil peut souvent utiliser le personnel et recourir à l'expérience des organisations plus anciennes, tout en exerçant une pression pour obtenir l'application des conventions et se transformer, pour ainsi dire, en un organisme où s'élaborent des solutions communes pour les problèmes européens, selon la formule employée en mai 1954 au Comité des ministres. C'est une disposition logique, aussi longtemps qu'elle peut échapper à certains dangers évidents, qui peuvent être résumés en termes familiers par l'expression « se décharger sur quelqu'un d'autre ». Je suis toujours un peu soupçonneux lorsque je vois des organisations s'adresser à d'autres organisations pour se documenter et se consulter, à moins qu'elles n'aient de bonnes raisons d'agir ainsi. C'est une tâche bien décevante qui ne peut être exécutée que par des êtres déçus eux-mêmes, et la situation empire encore lorsque la tâche est accomplie mécaniquement et que la paperasse continue à s'entasser. Un dossier n'est jamais dangereux tant qu'il est maintenu en circulation pour s'enrichir d'opinions nécessaires. Tout au contraire, comme le savent bien les ministres britanniques, un dossier intitulé « Question » passe d'un plateau à l'autre et circule le long des corridors pour atterrir sur le bureau du ministre bien avant que celui-ci doive donner avec tous les soins qu'elle mérite la réponse qu'on lui a demandée à la Chambre des communes, sans quoi il y aura des récriminations désagréables. On raconte à Chicago l'histoire d'un psychiatre qui, lassé d'entendre les interminables histoires racontées par ses clients, fit installer un enregistreur de son dans sa clinique. Le lendemain matin, il invita le premier client à raconter son histoire dans l'enregistreur et partit prendre une tasse de café dans le drugstore le plus proche. 5 minutes plus tard, son client entra lui aussi dans le drugstore. « Mais comment ?» s'écria le docteur. « Je vous avais demandé de raconter votre histoire dans l'enregistreur de son. » À quoi le client répondit. « À vrai dire, les 5 docteurs que j'ai consultés en dernier lieu avaient tous des enregistreurs de son. J'ai donc apporté le mien, et en ce moment, mon enregistreur de son est en train de parler au vôtre, si bien que j'ai pensé que je pouvais sortir prendre une tasse de café. » Il y a d'interminables séries de chevauchements d'activités et un besoin criant de simplification, et non seulement de formalités de frontières, mais de la procédure, des méthodes de travail et de la documentation utilisée par tous ceux qui travaillent dans des organisations européennes. L'excellence des méthodes administratives et le contrôle des commissions budgétaires peuvent obtenir des résultats. Mais le seul contrôle salutaire qui puisse s'exercer sur un gouvernement national ou international est lié à l'existence d'une opposition officielle. L'Assemblée consultative n'est pas un corps législatif. Pour le moment, elle consacre ses efforts à essayer de créer une organisation européenne harmonieuse entre une vingtaine d'États souverains. Elle doit en même temps rétablir l'ordre dans sa propre maison. Étant essentiellement une organisation politique, elle doit renforcer son activité du côté des recherches et des programmes politiques. Pour le moment, ce fardeau repose sur les épaules de ceux qui ont également des responsabilités administratives bien moins importantes. Ce chapitre a effleuré un certain nombre de questions, dont beaucoup sont d'ordre politique. Lorsque M. Spaak, dans son discours de démission, déclara ironiquement que l'Assemblée mourrait de sagesse, il mit le doigt sur l'absence de sagacité politique. À l'origine, on a commis la faute de ne prévoir aucune disposition permettant d'adapter le statut à un monde en perpétuel changement. Sur ce point, l'accord est unanime. Mais il doit y avoir dans toute organisation politique animée d'un esprit novateur quelqu'un qui soit libre de toute responsabilité administrative courante et qui puisse regarder devant lui, mesurant la tâche accomplie au regard des réalités politiques de demain. C'est là que réside la différence entre une bureaucratie congelée et un organisme vivant. Le Conseil de l'Europe et son Assemblée auront toujours besoin d'hommes ayant un certain sens magique, comme elle a eu la chance d'en avoir dans le passé, car ils se sont engagés dans une entreprise noble et grave. L'évolution du comportement britannique à l'égard du continent européen avant la création du Conseil de l'Europe et de son assemblée consultative unique ne saurait être mieux racontée que par un petit nombre de citations pertinentes. Elles peuvent susciter rapidement une base de compréhension indispensable si l'on veut envisager dans une perspective exacte ces quelques années d'après-guerre. Disraeli, 1866, conservateur. L'abstention de l'Angleterre de toute immixtion inutile dans les affaires d'Europe est la conséquence non pas d'un déclin de puissance, mais d'un accroissement de force. L'Angleterre n'est plus seulement une puissance européenne, elle est la métropole d'un vaste empire maritime s'étendant jusqu'aux limites des plus lointains océans. Gladstone, libéral. Faire des efforts acharnés pour cultiver et maintenir à tout jamais, au maximum de nos possibilités, ce qu'on appelle le concept européen, pour conserver dans une étroite union les puissances européennes. Et pourquoi ? Parce qu'en maintenant toutes ces puissances dans cette union, vous neutralisez, vous entravez, vous liez les visées égoïstes de chacune d'elles, et parce que les seuls objectifs pour lesquels vous pouvez rassembler la puissance européenne sont ceux qui sont orientés vers le bien commun de tous. Monsieur Dunn, conservateur.
Il y a là quelque chose qu'au plus profond de nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons pas faire. Nos pensées volent à travers les mers vers les nombreuses communautés au sein desquelles notre peuple joue son rôle dans toutes les régions du monde. Il y a là des échos d'Israël. C'est notre vie, et sans cela nous ne serions rien de plus qu'une communauté de quelques millions d'hommes vivant dans une île au large des côtes de l'Europe. Au cours de l'automne 1954, M. Eden énonçait une nouvelle doctrine. En fait, il déclara que le gouvernement de Sa Majesté considérait que la Grande-Bretagne avait cessé d'être une île. Dorénavant, elle acceptait d'engager des armées et des forces aériennes sur le continent d'Europe, sous réserve de 2 clauses de sauvegarde et de la ratification des accords de Paris. Je crois que cette offre aurait dû être formulée 2 années plus tôt, mais les politiciens répondront que l'opinion publique ne l'aurait pas soutenue. M. Eden mit à exécution le traité de Dunkerque et le traité de Bruxelles de Mr. Bevin, 1947 et 1948, et transforma ces derniers, qui n'étaient alors qu'un pacte de protection contre l'Allemagne, en une union de l'Europe occidentale englobant l'Allemagne et l'Italie. En 1948, le 22 janvier, Mr. Bevin avait déclaré à la Chambre des communes « La Grande-Bretagne ne peut pas rester en dehors de l'Europe ». En fait, M. Eden déclara « La Grande-Bretagne doit rester à l'intérieur de l'Europe ». C'est ainsi que travaillistes et Tories s'unissaient en présence d'une incontestable situation de fait. Mais s'unissaient-ils vraiment ? Le congrès de La Haye avait lancé un nouveau raz-de-marée sur le continent d'Europe. Certains conservateurs, certains politiciens travaillistes et un libéral, Lord Layton, avaient sincèrement essayé de comprendre le sens de ces nouveaux courants. Plus de 130 membres du Parlement ont à un moment ou à un autre siégé à l'Assemblée consultative. Or, la politique britannique n'a pas subi de changement fondamental. En fait, on peut y trouver une différence sensible de conception et de méthode que je vais essayer d'expliquer. Elle vient de ce que la Grande-Bretagne essaie de tenir la balance égale entre 3 politiques. L'une avec le Commonwealth et la zone sterling, l'autre avec les États-Unis et l'autre enfin avec l'Europe. La répercussion de cette triple politique n'a pas été heureuse sur l'Europe continentale parce qu'elle nous a exposés perpétuellement aux critiques de ceux qui nous accusaient d'avancer d'un pas très long. Cette critique n'est pas entièrement juste, car elle ne tient pas compte d'un grand nombre de contributions positives. Un président britannique a présidé l'OECE pendant de nombreuses années. Au cours des années d'après-guerre, nous avons consenti d'énormes sacrifices au soin de la défense commune. Nous avons joué un rôle de pionnier dans la plupart des activités sociales et culturelles du traité de Bruxelles et du Conseil de l'Europe, et notre tableau de ratification des conventions est honorable. Nous avons présenté des plans, si inopportuns dans certains cas, si mal conçus qu'ils aient pu être, pour rationaliser les institutions européennes. Ils sont malheureusement venus trop tard. D'autres hommes d'État, et en particulier M. Monnet, ont conservé un enthousiasme plus durable et plus radical pour l'Union européenne. Et l'ardeur engendrée au congrès de La Haye s'est déversée dans des courants plus précis encore que même Sir Winston Churchill n'avait pu le prévoir. Les réponses au questionnaire montrent tout à fait clairement que les 6 comptent sur la création d'un seul Parlement européen, assorti d'organes exécutifs et d'une Cour suprême, bien que plusieurs d'entre eux désirent vivement conserver les liens avec la Grande-Bretagne et la plus grande Europe. Les Britanniques n'ont jamais cessé de signaler les difficultés que l'on rencontrait. J'ai entendu et lu une vingtaine de discours qui développaient les dangers auxquels on s'exposait en procédant trop vite et trop profondément à l'intégration économique. Il est certain que le comité des ministres a retenu et freiné un trop grand nombre de propositions présentées par l'Assemblée. Je n'en veux comme témoin que les documents dans lesquels sont publiées les déclarations des ex-ministres. Ce comité des ministres a joué le rôle de frein diplomatique sur l'expression d'aspirations sincères. Ce n'est un secret pour personne que les ministres britanniques, ainsi du reste de certains ministres de quelques autres pays, ont joué le rôle du roi Canut. Actuellement, d'autres forces sont à l'œuvre. Mais je dois revenir à l'examen de l'attitude prise par la Grande-Bretagne dans l'Assemblée consultative. Nous étions nombreux à attendre un changement de perspective lorsque Sir Winston Churchill et Mr. Eden prirent les rênes du gouvernement au cours de l'automne 1951. Il est difficile d'arriver à expliquer certains discours prononcés par des conservateurs éminents. Je me souviens d'avoir entendu en août 1950 Sir Winston lui-même déclarer « Nous devons faire un geste positif, constructif, et qui puisse servir de guide en nous prononçant en faveur de la création immédiate d'une armée européenne sous un commandement unifié, à l'intérieur de laquelle nous devons tous jouer un rôle digne et honorable. » Son gendre, Mr. Duncan Sandys, actuellement ministre de la Défense, déclarait de son côté « Nous avons tous un devoir positif à remplir, qui est de réaliser ces projets historiques dont nous avons pris nous-mêmes ici l'initiative. » On peut donc imaginer la consternation qui se répandit parmi nos amis du continent la nuit du 28 novembre 1951. Une semaine auparavant avait eu lieu cette rencontre unique de membres de congrès et du Sénat américain avec les membres de l'Assemblée consultative dont j'ai parlé dans un chapitre précédent. Sir David Maxwell Fyfe, qui jouait d'un tel respect dans l'Assemblée,
et qui est maintenant ministre de l'Intérieur, avait été envoyé par les gouvernements pour parler à Strasbourg. Je donnerai l'extrait suivant de l'étrange discours qu'il prononça. Je ne saurais promettre qu'en dernière analyse, notre association avec la Communauté européenne de défense revienne à une participation intégrale et inconditionnelle. Car, comme je l'ai déjà signalé, il s'agit là d'une question qu'il faut réserver à des discussions intergouvernementales qui devront avoir lieu ailleurs qu'à l'Assemblée. Mais je peux vous donner l'assurance que nous sommes fermement résolus de faire en sorte qu'aucune méthode sincère de collaboration ne connaisse un échec qui pourrait tenir au fait que nous n'aurions pas apporté à ces problèmes l'examen approfondi que méritent les besoins de camarades en qui nous avons confiance. Le soir même, Mr. Anthony Eden se prononce à son Zambage à Rome, déclarant formellement que la Grande-Bretagne ne pouvait point participer à une armée européenne. Un peu plus tard, dans le courant de cette même semaine, nous eûmes le plaisir d'entendre M. Schuman, le docteur Adenauer, M. de Gasperi et M. Van Zellent. M. Spaak prononça son fameux discours de démission du poste présidentiel de l'Assemblée consultative, et les 6 émergèrent de tous ces débats comme chefs de la petite Europe. En effet, c'était vrai, d'autres forces étaient maintenant à l'œuvre. Je ne m'occupe pas ici des arguments pour ou contre une armée européenne, mais seulement de l'attitude prise par le gouvernement britannique et, dans une certaine mesure, par le gouvernement américain. Chacun sait que la sortie prématurée du plan d'armée européenne provint de l'insistance déployée par l'Amérique pour obtenir le réarmement de l'Allemagne. La Grande-Bretagne essaya alors pendant 3 ans de persuader la France de se joindre à la Communauté européenne de défense. Enfin, en 1954, comme je l'ai rappelé, M. Eden prit l'initiative diplomatique de créer, avec ou sans l'accord du Commonwealth, l'Union de l'Europe occidentale. Déjà depuis la fin de l'automne 1951, nous avons assisté à un mouvement irrésistible des 6 vers une union de plus en plus étroite. Or, chaque fois qu'ils ont fait un pas en avant, que ce soit pour la communauté charbon-acier, la communauté européenne de défense, la communauté politique, morte à sa naissance, le marché commun ou l'Euratom, les Britanniques ont fait 2 choses. Tout d'abord, ils ont accueilli avec satisfaction les initiatives qui avaient été prises, et ensuite ils ont présenté une série de propositions destinées pratiquement à les annuler. Les propositions Eden de 1952, l'invention qu'il a faite ensuite de l'Union de l'Europe occidentale, ce qu'on a appelé le grand dessein de Selwyn Lloyd, enfin la zone de libre-échange, sont autant de réactions destinées à réfréner non pas le communisme, mais la libre évolution des 6. L'institution qui, en Europe, a supporté le choc le plus violent de ces commotions politiques fut le Conseil de l'Europe et surtout son assemblée consultative. S'il y avait eu un effort délibéré de réduire l'importance du statut du Conseil de l'Europe, il n'aurait pas pu être plus efficace. En fait, il se peut que l'histoire déclare que l'Assemblée consultative a aidé à sauvegarder l'unité de l'Europe, malgré la division des avis émanant des principaux ministres responsables. À l'arrière-plan des arguments employés, expressément ou implicitement par les Britanniques, on trouve toujours l'ombre et parfois la substance de nos relations spéciales avec le Commonwealth et les États-Unis. C'est seulement lorsqu'ils sont pressés dans leur retranchement, ce qui est le cas actuellement au sujet de la zone de libre-échange, que les Britanniques commencent à prendre l'initiative de négociations sérieuses sur les questions d'échanges commerciaux. Les États-Unis ont toujours souhaité voir régner en Europe le maximum d'unité économique et politique, mais les Britanniques ont toujours réagi contre un cadre général purement européen. En 1952, l'Économiste écrivait « En réalité, le parapluie de l'Europe est trop petit pour la Grande-Bretagne. Dès qu'une fédération va commencer à se réaliser pour tout le monde, il faudra un cadre atlantique, et non purement européen, pour maintenir la politique générale et l'évolution de la nouvelle unité fédérale en harmonie avec les intérêts du monde libre. » Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si de prime abord les 6 ont suspecté, puis ensuite réfuté les propositions Eden de 1952, et plus tard le Grand Dessein, parce qu'ils y sentaient une tactique d'atermoiement. La seconde fois, M. Selwyn Lloyd, qui n'est jamais allé à Strasbourg, semblait présenter un plan qui n'avait que peu de substance et qui n'avait pas fait l'objet, au préalable, de négociations diplomatiques. Malgré l'éloquent plaidoyer de M. Holmes Bigorre, les Européens du continent vivent dans ce plan une autre tentative, destinée à affaiblir leurs organismes quasi-fédéraux, à en diluer l'énergie et à détourner l'attention de l'effort essentiel. Si les Britanniques ont présenté leurs divers programmes avec la conviction sincère que ces programmes allaient renforcer et non pas affaiblir le Conseil de l'Europe, pourquoi ont-ils alors reçu des réponses si tièdes? Et pourquoi étaient-ils suspects? L'explication est en partie psychologique et en partie historique. D'année en année, l'Assemblée consultative a repris les débats sur la réforme du statut, les rapports entre le Conseil de l'Europe et les 6, et la transformation du Conseil de l'Europe en un organisme qui serve de cadre général à la politique européenne. La version coutumière de ces débats sans fin est en train de se dérouler au moment où j'écris ce chapitre. La 10e session de l'Assemblée consultative se tient en avril 1958 à Strasbourg. À l'ordre du jour figurent certains nouveaux projets de réforme du statut.
les relations entre le marché commun et la zone de libre-échange, un autre rapport sur la fusion du Conseil de l'Europe avec l'OECE, un débat de vaste portée générale sur la politique étrangère et le débat rituel sur le rapport du comité des ministres. À moins qu'un miracle se produise, la réaction psychologique parmi les représentants et les membres de la presse sera que l'Assemblée consultative est encore en train de discuter sur elle-même, sur les projets de réforme et de fusion, au lieu de se tourner vers l'avenir de l'Europe. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Certaines décisions pratiques auront été annoncées, certains discours excellents auront été prononcés, et la plupart des représentants seront enchantés de constater que 15 nations continuent à tenir leurs assises et à consolider l'unité européenne. Mais les représentants, aussi bien que la presse, savent que, le mois précédent, en mars 1958, la nouvelle Assemblée parlementaire européenne, dont la composition est plus étendue, siégeait dans la même salle. Il s'en faut que la représentation soit commune, car 30 membres seulement font partie des deux assemblées. Or, la nouvelle Assemblée a certainement des pouvoirs plus étendus, et elle a déjà pris certaines mesures importantes dans le sens de l'Union européenne. En outre, elle a décidé de siéger, non plus par ordre alphabétique, mais par groupe politique. Et ce sont ces groupes politiques qui ont procédé à l'élection des vice-présidents de l'Assemblée. Chaque orateur, qu'il s'agisse des présidents des groupes politiques ou des présidents des commissions exécutives comme le docteur Hallstein, envisageait avec joie le jour où son assemblée serait élue, comme il le fut lui-même par la voie populaire. Le docteur Hallstein nota avec satisfaction que les décisions de sa commission seraient prises à la majorité des voix et non par approbation unanime. Enfin, M. Robert Schuman déclara « En tant que président, je ne représenterai aucun pays, aucun parti. Je vous apporte les fruits de mes 38 années d'expérience parlementaire et l'ardeur de mes convictions. » Ce n'est pas seulement au sein de cette assemblée de 142 membres que l'on peut constater une activité nouvelle. L'un des organismes constitués par le traité de Rome est un comité économique et social. Dès maintenant, de puissantes voix, en France et en Allemagne, représentant des millions de syndicalistes, sont en train d'exiger une plus forte représentation et des pouvoirs plus étendus dans ce comité. Les Français protestent contre le fait qu'un seul siège soit alloué dans ce comité au territoire français d'outre-mer, où les syndicats sont affiliés à la force ouvrière. Malgré l'orgueil que justifie cette nouvelle communauté économique européenne, une note se fit entendre dans la plupart des discours, invitant clairement d'autres membres à se joindre au mouvement, pour entreprendre un équitable examen de la zone de libre-échange, aborder la création d'une union plus étroite avec l'Afrique et même l'élaboration d'une politique étrangère commune. Dans le domaine de l'énergie atomique, M. Mehdi, vice-président de l'Euratom, parla de la recherche scientifique et technique et montra à quel point il était important de travailler pour et avec la jeune génération de savants européens. Voici donc deux liens avec le Conseil de l'Europe. L'un sur le plan économique et politique, l'autre sur le terrain de la science et de l'éducation. Les réponses positives données par une écrasante majorité des membres des 6, au point 7 de mon questionnaire, sont maintenant traduites dans la pratique. Les Britanniques, les Scandinaves et d'autres encore qui avaient répondu négativement ont pris place côte à côte avec les membres des 6 dans la réunion récente de l'Assemblée consultative. Mais dans l'intervalle, l'histoire a progressé. Dans les circonstances actuelles, qui donc a l'audace de regarder loin devant soi? En relisant les discours de M. Eden et de M. Macmillan, que l'un et l'autre prononcèrent en qualité de ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, l'un en 1952 et l'autre en 1955, et pour ne pas parler des critiques bien antérieures de la plupart des travaillistes britanniques, j'ai l'impression qu'il faut avancer quelques arguments plus positifs pour la défense de l'Assemblée consultative. Je jouerai d'abord le rôle de l'avocat du diable en allant jusqu'au terme extrême de la solution actuelle. Que les Britanniques retournent à Bévin et tant qu'ils y sont, à Bévan, qui n'est jamais venu à Strasbourg et n'a jamais exprimé d'opinion sur ces problèmes. Nous nous contenterions d'organismes de caractère strictement intergouvernemental, comme l'OECE et l'OTAN, qui formeraient avec les autres organismes européens les associations strictement pratiques. Les Scandinaves se retireraient dans le Conseil nordique et, avec l'Autriche, l'Irlande, la Grèce et la Turquie, resteraient à l'OECE, se groupant également, hormis les pays neutres, derrière le large bouclier de l'OTAN. Quant à l'Union de l'Europe occidentale et à son assemblée, les Scandinaves ne les ont jamais aimés. Sur la question des armements, cette union a déjà été court-circuitée par la France, l'Allemagne et l'Italie. Enfin, ses activités sociales et culturelles peuvent être confiées à des experts, sous les auspices d'un statut réformé du Conseil de l'Europe. Sans aucun doute, l'OECE serait satisfaite de ne pas avoir à présenter son rapport annuel à l'Assemblée consultative. Quant à la nouvelle Assemblée parlementaire européenne, elle aurait suffisamment de travail sur les bras pour se dispenser d'organiser une session commune avec l'Assemblée consultative. Le Conseil pourrait continuer sur une base intergouvernementale, ou plutôt comme un conseil renforcé du traité de Bruxelles. Le réseau des diverses conventions ratifiées par plusieurs pays
ne justifierait vraiment pas l'existence d'une assemblée consultative, pas plus que les conventions de l'OIT. Il va de soi que les sièges vacants laissés à la disposition des pays de l'Europe de l'Est devraient être abandonnés. Les ministres, et le cas échéant leurs délégués, pourraient se réunir sans avoir à subir des interrogatoires fastidieux de la part des politiciens. Le mot d'ordre serait « dorénavant plus d'assemblées sans pouvoir réel ». Après tout, M. Spaak a rappelé l'automne dernier aux parlementaires de l'OTAN qu'en Europe nous avions une expérience considérable sur le plan parlementaire et que nous connaissions les dangers inhérents à des assemblées parlementaires dépourvues de pouvoir réel. Il avait alors demandé si les gouvernements de ce groupe officieux seraient prêts à créer une assemblée parlementaire officielle de l'Alliance Atlantique et, dans ce cas, quels seraient les pouvoirs et les responsabilités que devrait posséder une telle assemblée. Je poserai une autre question. La nouvelle Assemblée parlementaire européenne serait-elle plus disposée à se placer dans un cadre ou sous un parapluie atlantique que dans un statut réformé du Conseil de l'Europe? Tout cela ne semble-t-il pas choquant? Des larmes ne vont-elles pas être répandues dans toute l'Europe? 135 parlementaires vont-ils marcher sur Strasbourg? De violents débats ne vont-ils pas éclater à Londres et à Stockholm, à Dublin et à Ankara, à Vienne et à Copenhague? Évidemment, les 6 continueront à édifier de nouvelles communautés pour y intégrer des plans Schuman, et il se peut qu'une zone de libre-échange sorte de l'OECE, englobant la Suisse, le Portugal et peut-être même l'Espagne. Il se créera des liens à travers l'Europe entre ministres et experts, et, comme l'a suggéré en irlandais, la section européenne de l'Union interparlementaire maintiendra un lien entre certains parlementaires. Un éminent conférencier en sciences politiques à Londres, M. William Pickles, qui avait prophétisé la mort du marché commun, faisait à ce propos quelques remarques intéressantes, intitulées « L'illusion de Strasbourg », dans un article écrit pour le British Political Quarterly. Il conseillait au comité des ministres d'abandonner la base parlementaire de l'Assemblée consultative et de faire de celle-ci ce que doit être une Assemblée consultative, c'est-à-dire une assemblée d'experts, sans tradition parlementaire, qui pourrait vraiment parler et agir à titre individuel, libre de tout lien, de tout parti ou de nation. Ces experts ne prendraient pas de résolution unanime et probablement ne tomberaient d'accord sur rien, mais ils pourraient émettre d'utiles suggestions auxquelles les ministres et fonctionnaires accablés de travail n'ont pas le temps de penser. Malheureusement, cela ne se fera pas. Non, cela ne se fera pas, pour plusieurs autres raisons. Mais il est intéressant de noter, en passant cette curieuse conception que se fait un socialiste académique de l'Assemblée consultative, et de la comparer avec les observations d'un politicien socialiste qui assiste en qualité d'observateur à la première session de l'Assemblée. Lors des premières sessions, le Parti travailliste britannique était libre d'exporter à Strasbourg ses prises de bec intérieures avec les conservateurs. À ce propos, M. Richard Crossman a écrit en 1949. Ce qu'ont fait ces querelles intestines, c'est qu'elles ont empêché la Grande-Bretagne de prendre la direction de l'Assemblée. Ce rôle a été assumé par les Français et par des hommes comme M. Spaak, de Belgique. Si M. Morrison et Mr. Weasley, le chef de file, whip, du mouvement travailliste, ont pensé qu'ils allaient montrer aux arriérés comment devait fonctionner un véritable parlement, ils doivent avoir éprouvé la grande surprise de leur vie. En l'occurrence, ce sont les continentaux qui se sont conduits comme des professionnels, et l'équipe de Mr. Morrison a dû avoir l'impression qu'elle se conduisait comme une bande d'amateurs provinciaux admis à jouer pour la finale de la coupe. Lord Birkenhead, qui fait l'expérience peu commune d'être facilité par M. de Valera, après le premier discours auquel avait assisté le délégué irlandais, écrivit à propos de la même assemblée. L'art oratoire dans l'assemblée s'est déroulé tout au long des débats à une hauteur admirable, si bien qu'il serait peut-être désobligeant de choisir les Français pour leur adresser des éloges particuliers. Les mots se présentent beaucoup plus facilement dans l'esprit des latins que dans celui des anglo-saxons. Ceux-ci éprouvent des difficultés à commencer, et cela à finir leur discours. Mais j'aurais aimé que l'on puisse entendre les envolées oratoires de M. Paul Reynaud et de M. André Philippe. Ces premiers jours de l'Assemblée ont été parfaitement bien décrits par Mr. Macmillan, lorsqu'il y revint en qualité de ministre des Affaires étrangères en 1945, au cours d'une intervention que j'ai déjà citée dans le chapitre 2, à la section consacrée à la Grande-Bretagne. Son discours mérite une analyse plus serrée, car il peut aider à expliquer pourquoi tant de continentaux ne parviennent pas à comprendre le point de vue britannique. M. Macmillan examina d'abord la question de l'armée européenne, ou, comme on l'appela un peu plus tard, la Communauté européenne de défense, CED. Il n'est pas nécessaire, déclara-t-il, de reprendre les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni, ainsi que nous l'avons souligné et expliqué clairement, ne pouvait se joindre comme membre de plein droit à une organisation de cette nature. Je me permettrai, une fois de plus, de rappeler à l'Assemblée que le fait de s'engager à entretenir un contingent important de troupes britanniques pendant une période de 50 ans sur le continent, d'où nous ne saurions, sans l'accord de nos alliés, le retirer, représente un abandon historique d'une longue tradition. M. Herbert Morrison, qui siégeait alors à l'Assemblée sans titre officiel, présentait la question d'une manière différente, mais qui était aussi typiquement britannique.
Je me souviens du grand discours dans lequel Mr. Churchill insistait pour qu'on réalisât une armée européenne. Je pensais qu'il avait l'intention de faire entrer les Britanniques, mais il devint Premier ministre, et bien certainement nous ne sommes pas entrés dans cette armée. Cependant, nous y sommes venus plus tard, si bien que tout est bien qui finit bien. Mais cela s'est-il vraiment si bien terminé? En effet, M. Macmillan ne pouvait être entièrement de bonne foi lorsqu'il parlait du coup violent qui fait s'écrouler de tous nos espoirs concentrés autour du concept général d'armée européenne. C'est ainsi qu'il parla lorsque la France rejeta le traité de la CED. Mais nous autres, Anglais, nous avions joué notre rôle dans cette tragédie par notre refus persistant d'appuyer la France. C'est dans ces conditions que fut formée l'Union de l'Europe occidentale. M. Macmillan et la plupart de ses compatriotes ont considéré cette fondation comme une réalisation historique. C'est à l'occasion de ces services que M. Anthony Eden reçut de la reine l'ordre de la Jarretière et le titre de Sir Anthony. M. Macmillan parla devant l'Assemblée du brillant leadership de M. Eden. Il rappela comment il avait lui-même présidé les 2 premières réunions de l'UEO, lorsque le pool commun des armements et la limitation volontaire des armements furent lancés. Mais, dans bien des cercles continentaux, je me souviens parfaitement que les événements étaient interprétés d'une façon tout à fait différente. Une atmosphère de pessimisme s'est manifestée, parce qu'on attendait les autres démarches politiques et économiques qui devraient suivre la création ou la constitution d'une communauté européenne de défense. Il fallut pour cela attendre jusqu'à la conférence de Messine. 2 ans plus tard, M. Macmillan, avec l'aide de M. Duncan Sandys, conclut avec les États-Unis, à Washington, certains accords bilatéraux sur les questions d'armement et de défense. En janvier 1958, cette initiative fut suivie d'un accord sur les armements entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Il semble que les Allemands veulent obtenir un tank rapide et léger dans la construction duquel la France est spécialisée, tandis que la France, décidée à devenir une 4e puissance nucléaire, aimerait obtenir l'aide allemande à un programme nucléaire français. Or, au terme du traité de l'Euratom, l'Allemagne peut participer à toutes les informations et recherches nucléaires. De son côté, la Grande-Bretagne s'est liée les mains par un accord exclusif anglo-américain, réalisé sans consultation préalable de ses alliés continentaux, si bien qu'elle n'a pas été invitée à la conférence de Bonn le 21 janvier 1958. Le fait que le marché commun et l'Euratom soient maintenant créés a tout naturellement amené à parler d'une communauté ou d'un marché commun des armements européens. En l'occurrence, l'objectif est tout à fait clair. Il s'agit de coopération dans la recherche, de normalisation et de rationalisation dans la production. Mais une campagne destinée à intensifier les exportations pourrait être lancée plus tard. Le ministre allemand de la Défense s'est plaint de la commission des armements de l'UEO en déclarant qu'elle n'avait rien fait. Aux yeux des continentaux, l'UEO est considérée comme une promesse britannique qui n'a pas été tenue. 2 mois plus tard, M. Duncan Sandys revint sur la scène et visita successivement Rome, Bonn et Paris. Personne ne connut exactement les raisons de ce voyage. Se sentait-il inquiet à l'idée que les continentaux allaient faire cavalier seul? Avait-il découvert que la nouvelle communauté de l'Euratom pourrait avoir une grande signification sur le plan militaire? On s'aperçut très vite que son objectif était de lancer une nouvelle initiative sur le secteur de la coopération de défense. Il reconnut lui-même que les efforts antérieurs s'étaient révélés infructueux. Il semble avoir remporté un succès réel en installant des travaux de recherche, de perfectionnement et de production des armes classiques, sur la base plus large de l'Union de l'Europe occidentale. On a déclaré que ce plan vient se substituer aux accords conclus par la France, l'Allemagne et l'Italie, moins de 3 mois auparavant, et que ce plan représente le résultat d'une année de préparation. Dans l'intervalle, le ministre allemand de la Défense, M. Strauss, s'est rendu à Saint-Louis, en Alsace, pour transformer le Centre français de recherche scientifique en une entreprise franco-allemande. D'après le Times de Londres, il semblerait que cette mesure vienne régulariser un arrangement conclu secrètement l'an dernier. Il a également prié l'UEO d'autoriser l'Allemagne à fabriquer sur son territoire des projectiles anti-chars guidés. Interrogé sur ce point à la Chambre des communes, M. Hans Bigor a répondu que M. Strauss a montré un formalisme excessif en demandant cette autorisation, car l'Allemagne était déjà en droit de construire des projectiles à courte portée pour la défense anti-aérienne. Mais si je cite cette histoire, c'est à cause de la question supplémentaire posée par M. Annerin Bevan. Sans cesse, les membres du gouvernement viennent nous dire qu'ils ne prendront aucun engagement devant la Chambre sur la politique qu'ils suivront dans ces organisations internationales. Une fois la décision prise, la Chambre en est informée sans qu'il lui soit possible de rien faire à ce propos. La Chambre qui n'a pas la moindre influence. Comme il est intéressant que ce soit précisément, parmi tant d'autres, M. Bevan qui vient insister sur l'utilité des assemblées parlementaires internationales. Quelle que soit l'idée qui inspirait son intervention, cet incident prouve clairement que pas plus dans leur Parlement national que dans cette Assemblée européenne, les membres du Parlement britannique ne peuvent avoir la moindre idée de la politique de défense suivie par leur gouvernement. Si les indications trouvées dans la presse sur les succès obtenus par M. Duncan Sandys à Paris sont bien fondées, je serai le premier à m'en réjouir. Tout d'abord en raison de ses actions antérieures, et ensuite parce que ses plans sont pleins de sens. En premier lieu, il semble avoir pris le commandement des opérations,
mais en actes et non simplement en pieuses expressions de vœux. En second lieu, il s'est conduit en bon européen. En troisième lieu, il a regardé en face cette vérité que l'économie de tous les pays d'Europe occidentale est durement éprouvée par leur budget de défense. Enfin, il a réduit le degré des dépendances dans lequel se trouve l'Europe à l'égard des États-Unis, tout en agissant en même temps avec leur plein assentiment. En liant la recherche scientifique avec la production des armes, il a ouvert entre les hommes de science de Grande-Bretagne et d'Europe occidentale les nouvelles possibilités de coopération plus étroite que je réclamais dans le chapitre précédent. Si ce cheminement un peu détourné constitue la meilleure méthode à suivre pour réaliser une étroite association de défense avec l'Europe occidentale, je ne m'en plaindrai pas. M. Macmillan et M. Duncan Sandys ont donc été une fois les protagonistes de l'armée européenne, et j'inscris sans réserve à leur crédit cette façon nouvelle d'aborder un sujet ancien. M. Macmillan s'est alors tourné vers la communauté charbon-acier, rappelant le discours émouvant qu'avait prononcé M. Robert Schuman devant l'Assemblée, pour prier les Britanniques de s'y joindre. Le seul commentaire que donna M. Macmillan fut le suivant. Les Britanniques n'ont pas été en mesure, comme nous l'avons expliqué à l'époque, de devenir membres de plein droit. Quant au reste des négociations sur notre association de plus en plus étroite avec la communauté, et quant à la sympathie avec laquelle notre ambassadeur, Sir Cecil Ware, a abordé cette question, tout cela relève maintenant de l'histoire. Il n'y a plus lieu de retracer les arguments exposés pour ou contre notre participation intégrale depuis le début. Enfin, M. Macmillan a parlé de la conférence de Messine dans les termes suivants. Un groupe de pays a étudié la possibilité d'une intégration plus étroite encore. Le gouvernement britannique a été prié par eux de participer aux travaux de la commission préparatoire instituée auprès de la conférence de Messine. Nous avons accepté de le faire, car nous sommes vivement désireux d'examiner la valeur intrinsèque de nombreuses idées qui seront jetées sur le tapis. Naturellement, nous avons bien précisé clairement que nous entrions dans ces discussions libres de tout engagement. Toute l'idée qui avait suscité la création de la commission préparatoire après Messine était d'en venir enfin aux faits concrets. Le discours prononcé par M. Spaak devant l'Assemblée respirait la ferme résolution d'aboutir. En fait, toute cette procédure est connue maintenant dans les cercles européens sous le nom de la méthode de Messine. M. Martineau, l'un de ceux qui ont fait figure de chef et qui ont inspiré les travaux de la commission, représente dans son parlement la circonscription de Messine, symbole de destruction de guerre et de fermes propos de reconstruire l'Europe. Certes, les Britanniques ont l'habitude de toucher légèrement au sujet grave. Mais ce fut le jeune Peter Maudling qui, 30 mois plus tard, appuyé par un gouvernement britannique assez embarrassé, essaya d'amener les Français à en venir vraiment aux faits concrets, au sujet de la zone de libre-échange. Et pourquoi ? Parce que la commission préparatoire avait jeté sur le tapis, pour employer l'expression de M. Macmillan, de nouvelles institutions européennes qui, après ratification des 6 parlements européens, se mettraient à la tâche. En d'autres termes, l'échec de la communauté européenne de défense, qui n'était pas seulement dû à la défection française, avait servi de leçon aux continentaux. M. Macmillan, l'un des meilleurs Européens qui soit venu à Strasbourg, a le désir sincère de réaliser une étroite collaboration pratique avec l'Europe occidentale. Mais il a toujours considéré l'Assemblée comme étant essentiellement une tribune ouverte pour des débats contradictoires. Les Européens des 6 veulent une tribune, mais quelque chose de plus. Des libéraux invétérés comme M. Motz, représentant de la Belgique, considèrent que cette façon d'aborder le problème est trop académique et sont même disposés à accepter qu'on s'éloigne encore davantage d'une longue tradition. Il y a là une différence fondamentale entre deux conceptions, deux attitudes, soutenues l'une et l'autre avec la même sincérité. Dans sa péroraison, M. Macmillan déclara « Ce qui m'impressionne, et qui, je crois, impressionnera les historiens de l'avenir, ce n'est pas notre échec, mais notre extraordinaire succès. » Il est encore trop tôt pour prononcer un tel verdict. Certains commentateurs de notre époque, et je suis de ce nombre, considèrent que si la Grande-Bretagne avait pris la tête des opérations de paix avec le dynamisme qu'elle a manifesté dans la direction de la guerre, elle aurait pu devenir l'architecte d'une Europe unifiée. Sans causer le moindre dommage aux échanges avec le Commonwealth ou à ses rapports spéciaux avec les États-Unis. Il se peut qu'il ne soit pas trop tard. Un continent européen en pleine expansion représente une excellente occasion d'entreprise pour le Commonwealth et les États-Unis. Et il y a tant à faire. L'Europe occidentale a progressé sur la voie de l'intégration économique et s'est appliquée à modérer les souverainetés nationales. La Grande-Bretagne et le continent nord-américain doivent jouer leur rôle en concevant une politique générale à l'égard de l'Europe occidentale. Et cette politique doit être inspirée par des objectifs positifs. C'est dans ce sens que les politiques conçues pour la création de l'Europe occidentale et pour un monde libre plus vaste sont entièrement complémentaires. L'Europe demande à la Grande-Bretagne de la prendre au sérieux, et il ne faut pas voir là un post-scriptum tardif inscrit à la fin d'un chapitre qui n'était point facile à écrire. C'est une traduction libre de quelques mots, écrite par un ministre français, qui est également un ami sincère de la Grande-Bretagne. Tout dépend de la manifestation d'un esprit vraiment européen en Angleterre.
Maurice Schumann dans sa réponse à mon questionnaire.